La grande libération du continent, c'est notre vœu le plus cher. Eh bien, géopolitique, Bamako à l'école de Moscou, le chemin de la souveraineté. Ces derniers jours, Jonathan Matianguene, eh bien, Bamako est en train de se faire former justement par les moscovites. À une époque, c'est comme ça qu'on disait. Mais bon, je vais dire les Russes. Et jusqu'à preuve de contraire, ils ont besoin d'une souveraineté entière et totale. Il faut les techniques, on va le dire également, les diplomates sont à l'école. Les hommes de médias sont à l'école, les hommes également, on le dit comme ça, du gouvernement sont à l'école de Moscou. Est-ce que c'est le chemin de la souveraineté? La souveraineté en tant que telle est en train d'être, est déjà conquise au niveau du Mali, pas totalement, parce qu'il y a les pans de souveraineté qui restent à conquérir, par exemple financière. Oui. Faut totalement la conquérir. Mais pour y parvenir, il faut créer un cadre. Un cadre. La souveraineté politique qui est déjà acquise permet donc de créer ce cadre. Et ce cadre se fait avec un certain type d'hommes. Des hommes qui se pensent libres, qui s'envisagent libres et qui apprennent librement dans un contexte où ils raisonnent pour la liberté et la souveraineté de leur pays. Il faut noter que la formation n'est jamais innocente. La formation. Si vous engagez l'éducation, ce que les sociologues appellent la socialisation des jeunes apprenants, lorsque vous l'engagez dans un certain type, dans une école, cette école est toujours orientée au service de l'ordre d'un pays. Or, l'école à laquelle les Maliens avaient été formés, l'école à laquelle beaucoup d'Africains francophones avaient été formés, beaucoup de fonctionnaires, ceux qui sortent des écoles surtout pour les fonctionnaires. Vous avez par exemple l'ENAM qui est toujours lié à l'ENA au Cameroun. Oui, vous avez d'autres administrations en Afrique qui sont liées à l'ENA, toujours de Paris. Vous avez également les militaires qui sont parfois formés à Paris. Vous allez remarquer que quand ils reviennent de là, ils sont orientés à une perception de l'ordre vis-à-vis, une perception de l'ordre qui est toujours en référence à la France. Ils vont toujours voir le monde sous le prisme que leur a vendu l'ENA ou bien les écoles militaires françaises. C'est le sens de l'école. Donc, l'école peut vous prédisposer à un caractère qu'on appelle la colonisabilité ou bien la colonialité. C'est-à-dire que la prédisposition à vous faire coloniser. On crée une personnalité en vous qui fait que vous êtes très réceptif aux idées que la France émet sur votre pays. Et vous allez remarquer que beaucoup de fonctionnaires qui font des stages dans le cadre de l'amélioration de leur formation, bien de la continuité de leur formation en France, quand ils reviennent, ils se mettent toujours, ils s'alignent toujours sur les référentiels de la France. Et ils essayent d'aligner les politiques publiques internes sur les référentiels de la France. C'est une prédisposition que met l'école. C'est plus puissant que simplement menacer un homme avec un fusil. Parce que cette fois-là, c'est lui-même qui se porte candidat. Et c'est lui-même qui commence à construire les cadres même de la néocolonisation. Donc, avec ces hommes-là, qui étaient formés de cette manière, il était difficile d'envisager un pays africain sous le cadre de la souveraineté. Parce que ces gens n'ont pas été formés pour penser de manière souveraine. Vous allez voir un ministre des Finances qui vous dit tout le temps, il faut qu'on aille au FMI, il faut qu'on aille au FMI. Lui, il cherche pas d'autres bailleurs de fonds, il cherche jamais plusieurs solutions. Lui, c'est le meilleur partenaire, c'est le FMI. Et quand il sait pas le FMI, il va dire, allons voir la FD, allons voir le Quai d'Orsay, allons voir les États-Unis, allons voir... C'est quelqu'un qui est dans les prédispositions de cette vision-là. Mais lorsque vous êtes formé, quand on veut reconstruire le logiciel de la liberté, il faut qu'on réadapte votre formation dans un certain cadre. Et dans une certaine mesure, les programmes comme le vôtre, les émissions et les chaînes panafricanistes ont travaillé d'abord à déconstruire cette prédisposition-là chez beaucoup d'individus, chez beaucoup de fonctionnaires. Il y en a qui ont appris maintenant à se penser dans le cadre de la liberté. Mais se penser dans le cadre de la liberté ne veut pas dire que vous êtes formé dans le cadre de la liberté. C'est ce qui se passe donc maintenant avec la Russie. Il y a un formatage qui a été fait
par tout le travail que nous abattons, et même les organisations de la société civile de par le continent maintenant, au niveau du Mali, il y a une école dans laquelle on veut désormais mouler les fonctionnaires. On veut qu'ils voient le monde sous un prisme. Pourquoi la Russie? Ce n'est pas pour les aligner sur le logiciel russe. C'est pour les aligner sur un nouveau logiciel. Le monde alternatif qui est en construction se fait avec les Russes et les Chinois. C'est-à-dire que le Mali a le choix. Soit les former en Chine, soit les former en Russie. Et pour l'instant, c'est la Russie qui se prête comme étant le pays de formation. Déjà que c'est le pays qui accueille le plus d'étrangers dans le cadre des formations institutionnelles. Donc, la Russie va les former et on va les mettre dans le sillage de ce monde alternatif qui est en construction. Je prends des éléments qui vont bientôt être utilisés. Le système MIR, qui est l'alternative au SWIFT. Il faudra que le Mali commence à s'envisager dans ce système. La banque des BRICS. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut que le Mali soit en avance. Il faut que le Mali apprenne cela. L'utilisation des systèmes de défense dans le plan militaire. Ils ont acquis dernièrement des Sukhoi 25 et des L-39. Tous ces aéronefs qui arrivent là. Il faut maîtriser la technologie, il faut maîtriser leur contrôle, leur entretien même, parce qu'il faut que la maintenance soit assurée par les Maliens. Dans le cadre diplomatique, le Mali avait une manière, une approche qui était, et c'est pas seulement le Mali, même les autres pays africains, très peu avaient une vision souverainiste de leur diplomatie. C'était chaque fois, lorsqu'il y a un problème qui est urgent, il fallait dresser le dossier et l'envoyer au niveau du Quai d'Orsay pour que le Quai d'Orsay mette en état et vous donne la procédure à suivre. Donc maintenant, il va falloir changer ce paradigme. Il faut que les diplomates soient mis dans de nouveaux canaux, qu'on leur apprenne à faire les choses différemment, à faire autrement, avec ceux qui ont déjà cette expérience et cette expertise-là. C'est ce que les Russes vont apporter. Et au niveau maintenant de la gestion de l'État, il y a beaucoup de secteurs assez sensibles où on a besoin des gens qui seront également formés dans les nouveaux logiciels. En fait, le Mali n'est pas en train d'apprendre simplement à l'école russe. Le Mali est en train d'apprendre à s'adapter au monde alternatif qui est en construction. J'ai toujours pour habitude de dire que le Mali n'a pas parlé à la France. Le Mali avait comme interlocuteur l'Occident collectif. Et la Russie l'a compris. C'est pourquoi le Mali est en train de devenir ce leader qui va être le pays qui se pense pour le monde des BRICS. C'est ce qui se passe actuellement au Mali. Toutes ces formations, c'est fabriquer un leadership malien dans le cadre de la coopération au sein des BRICS. Finalement, il faut aujourd'hui formater les esprits pour que ces esprits deviennent nationalistes, pensent d'abord au pays. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. C'est très important. Aucune révolution ne réussit simplement par les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux ou bien par le travail médiatique. Ça marche pour les débuts, pour la mise en action des masses. Mais maintenant, pour maintenir le pays dans un certain cap, il faut quelque chose qui soit institutionnel. Et cette chose qui est institutionnelle, c'est l'éducation. Avec l'éducation, avec la formation, on construit des personnalités qui sont des personnalités promptes à penser d'abord pour la nation. On va leur inculquer des modules de patriotisme. On va leur inculquer une manière de se percevoir dans le nouveau leadership malien dans le monde. Ils vont assumer cette position plus pleinement. Vous allez voir que par le passé, même si le Mali était ce pays-là qui était fort avec ses diplomaties et beaucoup d'éléments, il y avait comme ce couac-là. C'est comme quand vous avez un boxeur talentueux qui n'a pas subi une formation âpre. Hein. Prenons un peu comme Francis Ngannou, quand il n'était pas encore dans le cadre de la formation pour les combats internationaux, quand il sortait de la France. Vous avez vu qu'il y avait un mental, il y avait quelque chose là qui bloquait. Il arrive et puis son adversaire réussit à le tenir sur le nombre de rounds. Et quand il revient, parce qu'il s'est entraîné dans le même cadre que son adversaire, c'est-à-dire un cadre de haute pression, un cadre où on te met au niveau des très grands combattants. Quand il est revenu, il avait le mental du gagnant. C'est ce qui se passe avec le Mali. Donc, les Maliens vont être formés à assumer cette position de leadership et vous allez voir que les positions du Mali ne seront plus pareilles après ces éléments de formation-là. Le grand danger aujourd'hui dans les pays africains, ce sont les endocolons qui, eux, pensent France, vivent France,
mangent France, dorment France. Vont-ils s'en sortir? Les endocolons sont dans un rêve, ils sont sur un nuage et ils vont bientôt descendre de ce nuage. Comme le Premier ministre Shoghi Kalamaïga l'avait dit, la France est un pays qui lâche en plein vol. Et ces endocolons vont être lâchés en plein vol. Ils seront obligés de revenir à la réalité et de prendre le train. Mais le train ne va pas les attendre. Le train, lui, continue. Les wagons qui sont derrière, ils vont prendre une place dans ces wagons-là et ils vont suivre le train. Parce qu'ils sauront une chose, c'est que tout est tombé. La France est aujourd'hui 13e puissance mondiale. Allez voir dans 5 ans ce que la France sera. Quand la France sera après le 50e rang mondial, je crois que ces gens vont s'éveiller de leurs rêves. Ils vont comprendre que l'illusion d'optique et l'illusion tout court qui faisait jour ou bien qui les omnubilait, et qui les aveuglait, cette illusion est désormais tout à fait vantée et la réalité elle est brutale. Ils sont à la queue en train de soutenir un pays qui n'est pas une véritable puissance. Et ces gens, c'est le travail même des médias occidentaux qui a réussi, mais également de l'école française, l'école que nous avons pratiquée, cette école qui fabrique la personnalité du colonisable, la personnalité d'un individu qui devient le larbin. Voilà, oui. Pour ceux qui sont allés, vous allez voir pour la plupart des gens qui sont allés en France continuer leurs études. Quand ils étaient là-bas, il y avait les bourses, ils allaient à l'université où il y avait beaucoup d'avantages, les jobs à temps partiel. Aujourd'hui, il n'y en a plus, hein, depuis que c'est dur là, il n'y en a plus, c'est devenu difficile. Il y avait une étudiante de sciences pour pleurer en disant vraiment, j'arrive plus, je peux plus payer mes factures, je peux plus, je suis menacé avec mon loyer. Donc, j'ai vu la vidéo, ça faisait vraiment de la peine. Mais je me suis dit, madame, même si c'est dur, nous, on a connu pire, mais on n'a pas abandonné. Aujourd'hui, on a quand même fait notre chemin à l'université, malgré toutes ces péripéties. Parfois, nous, on partait même au chantier avant d'aller à l'école. Donc, qu'elle ne se gêne pas, ça va pas tuer, c'est les difficultés que nous connaissons. Donc, vous avez ces personnes-là qui sont arrivées en France, ont un peu goûté à ce que les Italiens appellent la dolce vita française. Ils buvaient du vin, vous voyez, quand ils du camembert. Voilà, ils mangeaient du camembert, et puis ils disaient dans leur tête, ah, ça c'est du paradis. Et puis quand il y avait l'hiver, ils se filmaient dans la neige, devant les véhicules neufs, en disant, ouh, ici. Au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Dans un grand restaurant. Et les grandes universités leur faisaient miroiter que lorsque vous retournerez en Afrique, c'est vous qui serez l'élite. Donc, il y a cette perspective-là qui seront toujours un cran au-dessus de ceux qui ont été formés ici. Et c'est ça. C'est ce privilège-là simplement qu'ils veulent maintenir. Mais ces privilèges ne pourront plus être maintenus parce que le pays qui sous-tendait ce rêve-là, lui-même, il est en pleine chute. Qu'attendent les autres pays africains pour apprendre à leurs habitants, à leur population, le nationalisme même, pour aimer leur patrie, pour aimer faire développer leur patrie et faire grandir justement les générations futures? C'est un programme qui doit être initié par beaucoup de pays. Nous aurions préféré que ces écoles-là soient même des écoles qui soient des mix avec d'autres Africains, c'est-à-dire que au lieu que d'avoir simplement des personnes, parce que ça aussi nous devons le regretter, on ne veut plus trop avoir ça sur le continent, c'est-à-dire les Africains qui vont se former ailleurs. Il faut qu'ils soient formés en Afrique. Nous voulons qu'ils soient formés en Afrique par un mix des Africains et de ceux qui apportent ces compétences rares-là. Il faut que Cheikh Hamidou Kane qui parlait de ce secret-là, il faut que ce secret-là. Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Il faut que ce secret-là, de lier le bois au bois, nous le tenions sur le continent. C'est pourquoi il faut que même le Mali crée des structures de formation sur son territoire et ces structures de formation en partenariat avec les Russes pour travailler à la formation sur son propre sol de plus grande quantité de personnes. Peut-être avec ce genre d'initiative endogène sur les territoires africains, on pourrait avoir donc plus de pays parce que là, les pays africains pourraient même envoyer des fonctionnaires pour parfaire leur formation là-bas et avoir les résultats que nous observons actuellement au Mali, c'est-à-dire des gens
qui sont formés de manière nationaliste, prêts pour défendre leur pays, prêts à défendre essentiellement l'intérêt de leur pays. Le Burkina Faso pourrait suivre ce chemin? Oui, le Burkina le suivra. Nous ne disons pas qu'il pourrait, il le suivra. C'est nécessaire. Le Burkina doit s'arrimer à ces politiques qui sont souverainistes. C'est son avenir, c'est surtout la sécurité de sa révolution. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut véritablement se mettre à cette école-là. Il ne faut pas lésiner la Guinée-Conakry, la RCA. Voilà des initiatives dont il faut tirer le maximum. C'est le chemin de la souveraineté? Oui, c'est le Mali aujourd'hui? Oui, c'est le chemin. Être à l'école de la Russie? Tout à fait. Les Russes, par exemple, mon frère Goss, on ne le savait pas. Les Russes produisaient avec les Ukrainiens la majorité des engrais, des intrants agricoles, des engrais qui sont utilisés dans le monde. Si les Russes, par exemple, forment ne serait-ce que les militaires de l'armée malienne à la production des engrais et qu'une industrie est créée dans ce sens au niveau du Mali, c'est une industrie qui va irradier toute la sous-région Afrique de l'Ouest. Une telle industrie a un potentiel immense, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Et si vous avez donc ces formations-là qui sont accessibles et que vous avez des industries qui naissent sur le continent de la sorte, vous avez donc un potentiel d'irradiation qui permet aux pays africains de véritablement s'envisager comme souverains. Il faut noter que le marché des engrais, c'est un marché qui fragilise beaucoup l'activité économique de beaucoup de pays parce que nos pays sont parfois en grande partie dans le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Lorsqu'il n'y a pas certains engrais dans certaines régions de l'Afrique, vous n'avez pas une production qui permet l'autosuffisance alimentaire. Or, ça, c'est le nerf de la guerre, l'alimentation. Si vous avez l'autosuffisance alimentaire, vous garantissez à tous vos citoyens la capacité d'avoir un repas tous les jours, 3 repas tous les jours, eh bien, vous avez une population qui est de moins en moins encline à succomber aux lampions de la manipulation. C'est un grand challenge. Il faut que ces pays-là se dotent de ces capacités-là. Il faut qu'ils se dotent de ces capacités. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss. Et comme nous le disons toujours, le combat continue. La victoire est au bout. Et comme le déclarait Tchèque Amilukan dans l'aventure ambiguë avec justement Samba Diallo, il n'y a pas une tête lucide entre deux termes d'un choix. Il y a une nature étrange en détresse de n'être pas les deux. Les haines les plus empoisonnées sont celles qui naissent sur de vieilles amours. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève pas, elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Sur ce, mesdames, messieurs, nous mettons la clé sur le paillasson en espérant vous retrouver très bientôt sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok, mais surtout en vous retrouvant dans les chaumières devant votre petit écran. Bonne journée à toutes et à tous.